Hey, salut les gens, comment ça va? Oula, failli perdre le téléphone direct. Ah, vous avez vu, ça avance vite, hein? Ça avance vite, il se passe plein de choses. Déconfinement, rêvez pas, c'est pas un déconfinement total. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Bon, ma dernière vidéo a suscité énormément de réactions, énormément. Bon, évidemment, je sais que de toute façon, depuis ma toute première vidéo que j'avais postée sur internet, on a toujours les gens qui sont pour et les gens qui sont contre, pardon. Donc bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'ai envie de te dire, je sais à quoi m'attendre. Bon, bah voilà, on a déjà un compère, un jogger. On va le laisser passer. Bonjour. Bonjour. Donc, cette vidéo a suscité énormément de réactions. Et justement, à ce titre, j'aimerais remercier à toutes les personnes qui ont commenté. Je dis bien toutes les personnes qui ont commenté, c'est-à-dire que ce soit les gens qui sont pour, c'est-à-dire pour leur soutien, ainsi que bien tous mes détracteurs, contradicteurs. Et pourquoi pourquoi je remercie ces gens-là? En fait, parce qu'ils m'ont donné raison. C'est-à-dire que je pensais que les gens étaient franchement débiles, et ils m'ont prouvé qu'ils étaient débiles. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'analyse de ce qu'ils ont sous les yeux qui est, on va dire, très proche de zéro. Parce que, bon, évidemment, j'ai eu un flot d'insultes, hein, évidemment. Donc ça, évidemment, c'est pas très intelligent. Le seul, en tout cas à ma connaissance, qui n'était pas d'accord avec moi et qui m'a répondu avec des arguments, c'est Alix. C'est le seul. C'est le seul qui a fait preuve d'intelligence à mon égard et à l'égard de cette fameuse vidéo. Pour tous les autres, c'était un florilège d'insultes, des ferme ta gueule, ce genre de choses. Alors j'ai eu le droit à psychopathe, drogué, ce genre de choses. Les gars, si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un psychopathe ou un drogué, et si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un psychopathe et un mec en colère, c'est grave. C'est très grave. Remettez-vous en question. Donc ça dit, en fait, votre niveau d'intelligence, et ça dit également, eh bien que on peut vous faire gober tout et n'importe quoi. Si vous n'êtes pas capable d'analyser ce que vous avez sous les yeux, si vous n'êtes pas capable de prendre en compte un certain contexte ou ce genre de choses, d'avoir une analyse pas parfaite, mais on va dire entre guillemets pointue. On peut vous mener où on veut, d'accord. D'ailleurs, je pense que la vidéo risque de durer assez longtemps. Je vais revenir là-dessus, notamment sur certaines choses que j'ai dites. Alors, pas que je vais me justifier que je les assume pas, non. Mes positions, mes propos, le style, ce sont des choses qui m'appartiennent et je les assume totalement. C'est juste que je vais peut-être revenir en détail sur des choses que j'ai dites, notamment par rapport à la notion de manipulation, par rapport à la peur et la pauvreté. Voilà, quand on est pauvre et qu'on a peur, ça donne des choses relativement violentes. Donc voilà, ce sont des propos et un style que j'assume. La colère, en fait, elle était que momentanée. C'est pas quelque chose qui est inhérent chez moi. Et donc voilà, mes détracteurs pour prouver que finalement j'avais raison. Et que ça laisse... alors je sais pas si c'est pessimiste ou réaliste par rapport à ce qui va suivre, parce qu'à partir du 11 mai, à mon avis, ça va bouger, je pense. Peut-être pas comme on aurait envie, mais je pense que ça va bouger. Il va se passer en tout cas un certain nombre de choses. Voilà, donc j'ai juste fait un petit retour, un petit débrief à froid, pas à chaud, hein, de la vidéo. Juste un truc, oui, parce qu'il y en a certains qui ont dit ce mec-là est là pour faire le buzz. Si j'avais voulu faire le buzz, je m'y serais pris autrement, j'aurais fait du Ramous ou quelque chose comme ça. J'ai pas comment dire, j'ai pas le style, j'ai pas
Je sais pas comment on fait du buzz. Voilà, c'est ça le truc. Je sais pas du tout comment on fait du buzz. Et si j'avais voulu faire du buzz, je m'y serais pris autrement, j'aurais montré mon cul comme Eric Fioril ou ce genre de choses. Mais sachez, à la base, et là on voit aussi la capacité d'analyse des gens. À la base, cette vidéo elle était uniquement sur ma chaîne YouTube. Uniquement là. Seulement, bon, il n'y a pas de droit d'auteur, ce genre de choses, donc on peut convertir le lien pour pouvoir le télécharger ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. À la base, elle était uniquement sur ma chaîne YouTube, d'accord. Je pense que quelqu'un l'a converti et téléchargé. Donc là, c'était sur un groupe contre l'ASE et les placements abusifs, évidemment, puisque je faisais mention dans cette vidéo des enfants, des placements abusifs et ainsi de suite. Voilà. Donc, et c'est visible. Quand une vidéo est partagée, quand on partage une vidéo sur Facebook, on clique sur partager, ça va vite. Et en fait, on voit la source, qui a partagé en premier, qui a téléchargé la vidéo sur Facebook. Et là, on voit très clairement que c'était ce fameux groupe. Bon, je leur en veux pas, hein, après tout. Si ça peut en secouer un ou deux, pourquoi pas. Voilà, et mon nom n'apparaît nulle part. C'est pour ça, parce que je pense que sur les, je crois, 114 000 vues, quelque chose comme ça, il n'y a personne qui est venu me dire directement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas, en fait, qui je suis, qui j'étais. Qui était cet odieux personnage qui gueule comme ça. Puis après tout, je suis pas le premier à gueuler. Hein. Il y a l'ami Jimmy Patin, lui, il est comme ça depuis le début. C'est vrai que c'est choquant un petit peu. On se dit, ouais, putain, c'est quoi ça ? Bon, voilà. Donc, j'en dirai pas plus. J'en suis déjà à 7 minutes sur la vidéo précédente. Enfin bon, voilà. Donc, voilà, si j'avais voulu faire le buzz, j'aurais mis directement sur Facebook, puisque sur Facebook, les vues vont beaucoup plus vite que sur YouTube. Puis aujourd'hui, il fait super beau. Bon, il y a quelques chemtrails, hein, par contre. Là, ils ont envoyé la sauce, là. Ouais, c'est pas des avions de ligne, non, je pense pas. Non, quand les traces des avions, elles font des boucles et des dessins. Non, c'est pas des avions de ligne, je pense pas. Donc, putain, j'avais plein de choses à dire. Donc, le 11 mai, c'est pas du déconfinement. Déjà, il y a des régions qui sont encore sous l'état d'urgence sanitaire et d'autres qui, on va dire, lâcher la bride. Si vous écoutez bien ce qu'a dit le ministre de la Santé, il a dit qu'il n'y aura pas de justification, pas d'attestation, pas de ce genre de choses, pas de contrôle. Et il a dit, j'en fais appel à votre responsabilité. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on peut déjà à peu près prévoir ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que ils vont lâcher la bride, et ils ont déjà fait le test, ils ont réouvert des McDo, d'accord ? Et qu'est-ce qu'ont fait les gens ? Ils se sont précipités chez McDo. Et ça dit aussi le niveau intellectuel, et ça dit aussi la manière dont vous êtes manipulable. C'est-à-dire que on vous dit quoi penser. On va vous dire, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux pour votre santé. Et ça fonctionne, vous comprenez ? Donc en fait, ils ont déjà vu ce que ça donnait avec la réouverture de quelques McDo. Donc ils se doutent bien de ce que ça va donner sur tous les départements qui seront sortis du déconfinement. Ou plutôt de l'assignation à résidence. On confine quelqu'un qui est malade. Et quand on confine quelqu'un qui n'est pas malade, ça s'appelle pas du confinement. Pardon. Et donc, il en fait appel à votre responsabilité. Mais il sait très bien comment on est. Il sait très bien ce que les gens vont faire. Et les gens, ils vont se lâcher. Et ils vont annoncer au bout de semaines, peut-être 2, que l'épidémie est repartie. Et ils vont replacer les départements libérés en confinement, et on est reparti pour un tour. Et en disant, vous êtes des indisciplinés, comme certains disaient au départ. Vous écoutez pas ce qu'on vous dit, les consignes, on vous a fait confiance, et finalement, on se rend compte qu'on peut pas vous faire confiance. Donc on va relancer le confinement, et avec des mesures encore plus dures.
Vous voyez? C'est un piège qui nous est tendu en réalité. Bon, moi je fais pas partie des départements en vert, je suis dans les départements en rouge, donc finalement ça va continuer comme avant. Donc on verra. Moi mon pronostic, il est celui que je viens de vous faire, c'est-à-dire qu'ils vont prétexter une remontée du nombre de morts et ils vont reconfiner avec des mesures plus dures. Je vous l'avais dit dans une vidéo, ils n'achètent pas des drones pour 2 mois. ils ont investi de l'argent, ils ont investi beaucoup d'argent. Et ils ont fait des lois. Et les lois, tu les fais pas pour 2 mois. Ben oui, ça va rester dedans. Ils vont pas les abroger. T'en fais pas. Alors, sinon, il y avait quelque chose dont on a parlé d'ailleurs avec le Yeti et le Daron hier. C'est ces histoires de putain de masques. Alors là, franchement, on s'est bien marré. Et j'ai envie de vous dire, là, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est bien fait pour vos gueules. Le problème, et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, et c'est ce que Alan il a dit, vous nous entraînez dans votre putain de monde de merde, d'accord? Putain de monde merdique, comme dirait l'engagé baleine. Parce que, voyez-vous, au boulot, ça y est, il y a une note de service qui est tombée de la haute direction, en disant, bon ben voilà, à partir de désormais et de dorénavant, eh bien, le masque sera obligatoire pour tout le personnel non roulant qui sera donc dans l'enceinte de l'entreprise. Et que des sanctions seront prises pour ceux qui n'en porteront pas. Donc ça veut dire que c'est pas juste par principe de précaution. Non, ça veut dire qu'à mon avis, ça se passe aussi au niveau légal. Et que si jamais il y a une contamination ou je ne sais quoi qui est avérée au sein de l'entreprise, eh bien, la haute direction sera tenue pour responsable. Donc, ils tirent des parapluies et ils rejettent ça, après, bah, évidemment, au final, sur les employés. D'accord? Comme dirait Coluche, qui c'est qui prend tout dans le cul? C'est toujours les mêmes, ceux qui ont un cul. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'ils sont en train de rendre le port du masque obligatoire à partir du 11 mai. Alors, obligatoire, j'aime pas ce mot-là. En réalité, l'obligation, légalement, ça n'existe pas. Vous regardez, dans aucun texte de loi, il y a le mot obligatoire. Ça n'a aucune valeur officielle, obligation. Pourquoi? Parce que c'est une violation du libre arbitre. On s'oblige nous-mêmes. C'est comme l'attestation. L'attestation, on s'autorise nous-mêmes. L'obligation, en fait, vous regardez les lois. Les lois, globalement, ce sont des recueils de sanctions. On vous dit, voilà, tu fais ça, tu as telle sanction. Bon. Mais bon, voilà, on va dire que le port du masque va être obligatoire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'as pas de masque, bah, on va pouvoir te mettre une prune. Mais en même temps, donc forcément vous allez gueuler. Mais en même temps, ça fait 2 mois que vous nous faites chier avec vos putains de masques. Et ça fait 2 mois que vous êtes à genoux devant vos maîtres, les mains jointes, à les prier comme Dieu le Père. Donnez-nous des masques, s'il vous plaît. Donnez-nous des masques. Et ben maintenant qu'ils ont sorti comme par magie des stocks stratégiques, là, ils étaient dans un hangar. Donc, on vous les vend à prix prohibitif. Et en plus, si vous en portez pas, ben vous allez payer. Franchement, vous nous faites chier. Parce que si vous gueulez, et ça commence déjà à gueuler par rapport au prix des masques, et puis après, ça va gueuler parce que il y a des gens qui se prennent des prunes parce qu'ils n'ont pas de masque dans l'espace public. Mais les flics et les politiciens, ils vont vous dire quoi? Ils vont dire, oh les gars, vous savez pas ce que vous voulez. Vous vouliez des masques, vous nous avez fait chier pendant 2 mois pour avoir des masques, et maintenant que vous en avez, vous n'êtes pas contents. Puis quelque part, ils auront raison. Mais c'est ce qu'ils vont vous dire. C'est ce qu'ils vont vous dire. Vous voyez, ça fait des années, et des années, et des années, qu'on vous dit de ne plus apporter aucune attention à ces gens-là, aux politiciens. Parce qu'ils finissent toujours par vous baiser. Vous leur demandez une mesure, ils vous la donnent et ça vous plaît pas à la fin. Parce qu'ils font à leur sauce, pas à la vôtre. Vous comprenez? C'était comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes, bon, le RIC. Ok, bon allez, on va dire ok, le RIC c'est bien. Bon, ceci dit, je suis revenu de mes positions démocrates, croyez-moi. Parce que j'ai pas envie de donner le pouvoir à des mecs qui votent Macron parce qu'il est beau,
des gens qui vont se précipiter chez le McDo alors qu'ils ont eu peur du coronavirus pendant 2 mois, et ainsi de suite. Enfin, tu vois, parce qu'ils achètent une canette de coca, parce qu'il y a leur nom marqué dessus, parce qu'ils se précipitent, parce qu'ils se battent pour des pots de Nutella. J'ai pas envie de donner le pouvoir à ces gens-là, croyez-moi. Alors c'est clair, ce sont des positions qui sont aristocratiques, je les assume également, mais franchement, la démocratie ça me fait peur. Enfin bon, c'est une petite digression. Le RIC, bon, admettons le RIC, c'est bien, tout ça. Bon, le problème des Gilets jaunes, c'est que, eh bien, ils ont demandé le RIC. Ils l'ont demandé. C'est toute une histoire de positionnement. À partir du moment où vous demandez, vous vous mettez en position de faiblesse. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce que les Gilets jaunes auraient dû faire, et ce que leur leader à 2 balles aura dû faire, c'est dire, les gars, maintenant, on va faire société nous-mêmes. On veut le RIC, très bien, qu'à cela ne tienne, et bien on va réécrire notre constitution nous-mêmes et on va faire des ateliers constituants comme le préconise Étienne Chouard, le Phénix français, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. C'est une histoire de posture. Pourquoi il y a rien eu? Pourquoi les Gilets jaunes n'ont absolument rien obtenu? Parce que ils demandent. Ils vous donneront jamais ce que vous demandez, d'accord? Ne vous positionnez jamais en position de demandeur. Soyez créateur. C'est ça le secret. Parce qu'en plus, en face, quand ils vont vous donner quelque chose, ça ne vous plaira pas. Voilà. Et là, vous avez tellement plébiscité les masques que maintenant, ils vous ont baisé. Tu vois, ils t'en ont glissé une bien profondément. Voilà. Donc, arrêtez de regarder la télé. Et surtout, arrêtez de quémander. Parce que vous ferez baiser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça fait... Oh là là, ça fait longtemps qu'on vous parle d'autonomie, de jardin partagé, d'AMAP, de local, toutes ces choses-là. Là, peut-être qu'il est encore temps de faire quelque chose par rapport à ça. Parce que là, je suis tombé ce matin sur la dernière vidéo de la chaîne Partager, c'est sympa. Et on nous parle déjà de pénurie alimentaire. Moi, c'est vraiment mon intuition m'avait dit ça tout de suite. Quand on a parlé de confinement et ainsi de suite, que les entreprises arrêteraient de tourner, tout ça. Et finalement, c'est arrivé un petit peu plus tard. Et là, on apprend quoi? Eh bien que la Russie arrête ses exportations de blé, que la France en a exporté à la Chine. Ou que ce soit la Chine ou un autre, c'est pas le problème. Le truc, c'est que la France s'est débarrassée de son stock de blé. Et la France n'a pas de stock stratégique alimentaire. Voilà. Vous voyez? Donc, je pense qu'ils sont aussi en train de nous mener vers ça. Ce sont des semeurs de désordre, comme dirait l'ami David. Ce sont des semeurs de chaos. Quand ils vous présentent quelqu'un à la télé et qu'ils vous disent quelque chose, c'est jamais dans votre intérêt. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours dans le leur. Toujours. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous par rapport à ça. Parce que, on va dire, bah ouais, mais du blé, je mange pas le blé. Et puis la farine, je fais pas de gâteau. Ouais, mais le blé, ça sert à faire les pâtes. Et on a vu sur quoi se sont jetés les gens en premier. Oui, c'est clair. Hein. Finalement, c'était pas bête de faire des stocks de pâtes. Hein. C'est quelque chose que l'on peut garder assez longtemps. Donc voilà, mais vous voyez, on est en train d'aller bien. Alors justement, dans ma vidéo précédente, je parle de pauvreté et de peur. Alors là, je vais juste vous rappeler les faits de ce qui s'est passé à la Révolution française, mais vous pouvez parfaitement regarder ma conférence justement sur la Révolution qui est sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Quel événement on va prendre en référence? Eh bien, c'est la fameuse prise de la Bastille. La prise de la Bastille, déjà, tu fais un reset. Ok. Tu fais une remise à zéro, tout ce que tu as appris à l'école, c'est bidon. Ils t'ont menti, soi-disant l'absolutisme royal qui met les gens
à tour de bras en prison sur lettres de cachet, tout ça, c'est bidon. Je dis pas que les lettres de cachet n'ont jamais existé, elles existaient très certainement, mais ça n'y allait pas à tour de bras, et puis le roi c'était pas un méchant. Vu ça, je pense que c'était quelqu'un de vraiment de très bon, de très gentil, je pense. Et donc, comment ça s'est passé? Eh bien, donc j'ai essayé de faire rapidement. En réalité, actuellement, là, on se retrouve dans la même situation qu'en 1789. C'est-à-dire que, je crois que c'était en 1700, je sais plus, j'ai plus les dates en tête, mais le royaume de France avait signé un accord de libre-échange suite aux différentes guerres avec l'Angleterre. Quand on fait la guerre, ça coûte de l'argent, parce que faut payer les soldats, il faut payer le matos, les munitions, la bouffe, putain, les bestioles, la bouffe des soldats et ainsi de suite, l'entretien. Enfin bon, c'est assez coûteux une guerre, et en plus quand tu la perds, voilà, tu fais pas le malin quand t'as le cul à l'air, hein, c'est toi qui payes, quoi. Bon. Donc la France est surendettée, une vraie dette, hein, pas une fausse dette par la création monétaire ex nihilo. Ils étaient vraiment endettés et il a fallu trouver le moyen de rembourser les dettes. Ça a été extrêmement compliqué, y compris jusqu'en 1789 et même après. Mais après ça c'est moins senti parce que c'est parti complètement en couille. Alors donc suite à ces guerres perdues par la France, eh bien il y a un traité de libre-échange qui a été signé qui s'appelle le traité d'Eden-Renval, et ce traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre a créé énormément de chômage, d'accord. Ça a fait fermer un bon nombre de manufactures françaises, puisque les produits manufacturés anglais rentraient tout à fait librement et sans taxe, sans rien du tout, sur le territoire français, ce qui a mis beaucoup de gens dans la pauvreté. Vous voyez, contexte de pauvreté. Maintenant, contexte de la peur. Alors, la pauvreté aussi, oui, puisque pour rembourser la dette, les libéraux ont conseillé au roi de libéraliser le commerce du grain. Le commerce du grain, ça se passait comment? Ça se passait, on fixait les prix, donc ça s'appelle la taxation, c'est-à-dire on fixe un taux. C'était sur place publique, et on fixait le prix en fonction des moyens de celui qui était le moins fortuné, ce qui garantissait à chacun d'avoir sa ration de blé. Sa ration de blé, quoi. Voilà. Et les libéraux, ils ont dit fini tout ça. Fini tout ça. Maintenant, on va libéraliser. Chacun le vendra au prix qu'il voudra. Et puis on va rembourser la dette comme ça par le biais de la levée d'impôts. Sauf qu'il n'y a pas eu de levée d'impôts. Donc le pays était toujours dans la merde. Et donc, non seulement ça a créé de la pauvreté donc chez les paysans, hein, qui cultivent le blé, et en plus, ça a créé des émeutes de la faim. Donc là, on en revient au contexte d'avoir faim. Et c'est un peu aussi comme aujourd'hui. Hein. Et ça va être de plus en plus, parce que là, les prix des denrées alimentaires ont sacrément augmenté. En ce qui concerne la peur, elle s'est jouée uniquement le jour du 14 juillet 1789. En fait, il y a des petits malins qui se sont amusés à faire croire à la population de Paris, voilà, donc on était dans la manipulation, toujours. Ils se sont amusés à leur faire croire que des hordes de soldats sanguinaires arrivant de Suisse, je crois, allaient égorger la ville entière de Paris. Parce que Louis XVI s'était rendu compte que son ministère, son surintendant aux finances, donc Necker, Jacques Necker, magouillait dans son dos. Il faisait un complot, il faisait partie d'un club qui s'appelait le Club des 100, je crois. Et quand Louis XVI avait appris ça, il a congédié immédiatement Necker. Mais Necker, il est protestant. Il est suisse, il est banquier et il est protestant. Donc il y a des petits malins qui se sont amusés à dire à la population de Paris, il est où le chien? Ouais, il arrive. Putain, lui il est heureux. Impec. Donc ils se sont amusés à raconter que comme
Necker, protestant, s'était fait virer par Louis XVI, catholique, et bien que la ville de Paris allait être livrée à une nouvelle Saint-Barthélemy. Les gens ont pris peur. Aux armes, citoyens. Tu vois? Donc ils sont partis vider les armeries de Paris. Mais comme dans la bonne vieille tradition françoise militaire, eh bien on ne met jamais les armes et les munitions au même endroit. Donc ils sont partis chercher la poudre et les munitions. Et notamment où? À la Bastille. Parce que la Bastille, non seulement c'était une prison, mais c'était aussi un magasin à poudre. Et en fait, tout ce qu'ils voulaient les gens, c'était récupérer la poudre. C'est tout. Pour pouvoir se défendre contre des soi-disant soldats cannibales qui allaient les manger, tu vois, qui allaient leur manger les doigts de pied. Petit clin d'œil à toi, nous. En fait, ils leur ont fait croire, les Parisiens se sont fait manipuler. Et vous imaginez, vous, dans un contexte économique désastreux, des gens qui sont pauvres, qui n'ont plus de pain, parce que c'était vraiment une denrée alimentaire de base à l'époque, le pain. Finalement, c'est toujours resté le blé, parce que ce sera plutôt les pâtes maintenant. Donc, voilà, on a un contexte économique désastreux. Des gens au chômage, des gens qui ont faim, et en plus on leur fait peur. Ça donne un cocktail détonnant. Un cocktail détonnant. Et là, le contexte aujourd'hui, eh ben, je trouve qu'il est le même. Des gens manipulés, qui ont peur, qui s'appauvrissent non seulement par le chômage partiel, les indépendants qui ont perdu leur entreprise, les denrées alimentaires qui augmentent, les prunes qu'ils ont pris, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que le fric, ils s'en foutent en fait, du fric, ils en ont déjà, ils savent comment faire pour en avoir, et notamment, en faisant tourner la planche à billets. C'est tout, ils s'en foutent, bon, c'est une planche à billets numérique. S'ils veulent du fric, ils savent comment en avoir, c'est juste qu'ils cherchent à t'appauvrir. Donc là, moi je trouve que même si je le ressens pas dans l'atmosphère, encore que je me réveille vachement tôt en ce moment, depuis 2-3 jours. C'est complètement, ouais, il y a un truc, je pense qu'il y a un truc qui a basculé, mais je le ressens pas forcément tous les jours, peu importe. Mais je trouve que le contexte est totalement explosif. Voilà, on a des gens qui se retrouvent avec quasiment plus rien. On énerve les gens, en plus avec l'histoire des 55 €, tu vas voir. Voilà, des gens qui se retrouvent vraiment dans la merde et à qui on fait peur avec le coronavirus, qu'on leur dit qu'il y a du sida dedans, enfin bon, c'est... Et puis les médias en plus sont en train de mettre à la gueule des gens qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Ben ouais. Donc le cocktail, il est, je pense, explosif. À savoir, peut-être qu'à partir du 11 mai, il va commencer à y avoir peut-être 2-3 manifs qui vont virer en émeute. Je sais pas, j'affirme rien, mais moi je vois que le contexte, il est assez explosif. Alors justement, et là je terminerai là-dessus, dans ma vidéo précédente, je vous avais évoqué une anecdote d'une amie qui est réelle, hein, qui fait des crises d'angoisse, et puis on lui dit non, ça sera coronavirus. Et puis quelques jours après, j'apprends ce truc de 55 €. Je dis attends, copain. Je vais attendre d'avoir d'autres sources, je vais voir comment ça va se passer, est-ce que c'est une prime, qu'est-ce que c'est. Et finalement, ouais. Apparemment, bon, j'ai pas de sources personnelles dans le milieu médical pour me confirmer ça, mais visiblement, ça a l'air d'être vrai. C'est-à-dire que, alors c'est pas une prime, mais c'est que le prix de la consultation chez le médecin, en période de coronavirus, enfin, en cette période de, comment ils disent, d'état d'urgence sanitaire, la consultation est passée à 55 €, donc ça fait un bénéfice. Alors, il y en a qui vont dire bah oui, mais c'est parce qu'ils sont exposés, c'est une compensation. Moi je trouve que c'est surtout de la corruption. Parce que vous imaginez, on vous rajoute un petit bout si vous diagnostiquez du coronavirus, vous y allez à fond la caisse. Alors moi, je m'étais dit, je suis sûr qu'ils ont des consignes. Peut-être qu'ils en ont, peut-être. Mais déjà, on est en mesure de dire qu'il y a la carotte qui est au bout.
bah je suis désolé, mais quand on file du pognon pour mentir, et pour fausser les chiffres, ça s'appelle de la corruption. Ils ont corrompu les médecins. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, bon attends, c'est tout jackpot, hein. Moi je vais déclarer coronavirus un petit peu partout, comme ça, ça va faire monter mon salaire. Vous voyez? Donc on en est là. Je crois que véritablement la situation est très grave. On vit vraiment dans une atmosphère de mensonges. Bon, on le sait, moi je le sais depuis longtemps, hein, les copains aussi, ils le savent depuis longtemps. Mais il y a aussi une certaine colère qui monte parce que je vois bien autour de moi, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi en vrai, je vois mes collègues qui commencent à en avoir marre des mesures. Ça devient de plus en plus débile, ça devient de plus en plus délirant. Mais franchement, faut voir, ils mettent des lignes partout. Tu vas au chiottes, tu as 3 pissotières, ils ont condamné celle du milieu pour que les gens respectent les 1 mètre. Enfin, vous voyez, c'est complètement délirant. Ils ont condamné aussi un robinet de l'évier. Il y a souvent des grands éviers comme ça en long, t'en as 2. Ils en ont condamné un pour éviter qu'il y ait deux personnes l'une à côté de l'autre. Enfin, et les gens commencent vraiment à en avoir marre. Et ils trouvent ça débile. Surtout l'histoire des 100 km. Les gens trouvent ça débile. Et bien le fait que les gens trouvent ça débile, comme j'ai dit en fait depuis le départ que cette histoire de confinement était complètement absurde et qu'ils étaient en train de préparer quelque chose, mais que personne n'a écouté et que finalement ça a été complètement validé, ils ont obtenu le consentement des gens. Et bien là, les gens autour de moi, et je pense que ça doit être à peu près pareil partout, ils commencent véritablement à en avoir marre. Et du coup, ça les amène automatiquement à se poser la question du bien fondé de ces mesures. Est-ce que ces mesures qui viennent d'en haut, de l'État, est-ce que ces mesures sont proportionnelles à la menace sanitaire? Et puis là, ils sont en train de se demander, mais putain, il y a vraiment autant de morts que ça? Mais attends, je comprends pas, mais moi j'en connais pas, et ainsi de suite. T'en connais toi? Bah non. Et ouais. Et puis probablement qu'ils vont se renseigner. Et moi ils me disent, bah ouais, mais c'est complètement débile. Mais on vous le dit depuis le départ. Allez voir sur internet, faites vos propres recherches, et vous allez voir. Et Thierry Casasnovas, que je remercie, ah oui d'ailleurs, oh putain, ça c'était un live absolument merveilleux, merci les gars, franchement c'était, c'était les 4 fantastiques quoi, c'est les Avengers. Et voilà, Thierry Casasnovas, il dit, bah voilà, ils ont installé même un centre spécial de Covid-19, spécial, mais il n'y a jamais eu personne, le parking il est vide en permanence. Bon. Donc là voilà, les gens sont en train de se dire, mais ils nous auraient pas roulé dans la farine là? Parce que bon, il y a quand même des mecs qui ont perdu du pognon avec le chômage partiel. Il y a des indépendants qui se sont retrouvés sur la paille. Moi j'ai un pote, tu vois, il est indépendant, il a un surplus militaire. Il m'a dit c'est fini, clé sous la porte. Alors, je sais pas comment il va faire pour l'avenir, mais c'est mauvais quoi. C'est très mauvais. Donc voilà, il y a un contexte de colère qui est en train de monter. Donc comme dirait Manu, wait and see. Attendons et regardons, voyons ce qui va se passer. Mais voilà, mon pronostic il est pas joyeux quoi. Voilà. Bon, j'en suis à combien? J'essaie un peu de gueule. 33 minutes, ah ouais quand même. Ouais. Bon, je savais que ça allait être long. J'avais quand même pas mal de choses à dire. Voilà. Donc mot de la fin. Bon voilà, je me justifierai pas de ma vidéo précédente. Hein. Merci à tous ceux qui ont commenté, entre les soutiens et ceux qui m'ont prouvé que finalement j'avais raison. Mes propos, voilà, je les assume totalement. Ce sont les miens, ils m'appartiennent, je les assume. Méfiez-vous de ce qui va se passer. Le comportement des gens définira ce qui se passera par la suite. Cette histoire de déconfinement, c'est une baise. Quand Véran vous dit je vous fais confiance, j'en fais appel à votre responsabilité, ça veut dire, vous allez voir, ça va être pampantutu à la fin. Et puis voilà, le contexte économique, social, intérieur, l'ambiance,
petit peu dans quel état d'esprit sont les gens, ça commence à... C'est une cocotte minute qui monte en pression, je pense. Voilà. Ça arrête un peu, tu vois. Profite un peu, mais il y a un peu de chemtrail aujourd'hui. Tu vois, on est bien là. Attends juste les sauterelles. Ça me fait penser à toi, Auré, toi qui es dans le sud de la France. D'ailleurs, Auré, super tes vidéos, elles sont géniales, Voilà, donc je vous fais profiter. Ça, vous voyez, le maïs qui commence à pousser ici. Et puis là aussi, voilà, ils ont semé le maïs. C'est con, on aurait pu mettre des courgettes et des carottes. Parce qu'il va y avoir pénurie alimentaire, parce que ce maïs-là, peut-être que ça va être pour... peut-être dans une ferme pour les volailles aux alentours, peut-être. Mais quand on voit qu'il y a des hectares et des hectares, des kilomètres carrés de champs qui sont utilisés pour faire pousser des céréales merdiques pour l'industrie agroalimentaire, pour nourrir des bestiaux mal élevés, et qu'en plus il y a la moitié de la viande qui va partir à la poubelle. Voilà, ça fait un peu chier, donc ça amène véritablement à la question de comment on fait maintenant. On s'est beaucoup posé la question, comment on fait, on réquisitionne les champs, quoi. On réquisitionne, et puis au lieu de faire pousser du blé, du maïs, bon là, je pense que ça doit être des petites fermes ici. Vous voyez, là il y a le blé. Le blé se récolte très tôt. Genre on se vers le mois de juin. C'est courant du mois de juin. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On se réapproprie nos terres, et puis on y fait ce qu'on veut, quoi. On y fait ce qu'on veut. Ça peut être pas mal. Bon, ça fait des années qu'on le dit, hein. Mais bon, on préfère aller au McDo. Au McDo, tout le monde. Vers l'infini et au McDo. Ah putain, les gens sérieux, vous me faites marrer. Sérieux, le jour où les magasins seront vides, putain, je sais pas comment vous allez faire, quoi. Je sais pas comment vous allez faire. Pardon. Enfin bref, pardon. C'est à force de causer, le cadeau il parle trop. Allez, bon, il est où le chien? Il est là-bas. Ouais, il est heureux, il se balade là. Allez, je vous fais des bises, et puis à la prochaine. Ciao.